Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, disait Napoléon. Que se passera-t-il lorsqu'elle s'écroulera? L'empire du milieu, deuxième économie mondiale, voit son principal marché d'action sombrer sous ses pieds. Très lourde chute lundi pour Shanghai, net recul encore ce mardi. Jusqu'où peut s'étendre la menace? On fera le point avec Lionel Friedfeld. Et puis des mineurs par milliers dans les rues et c'est tout un pays qui prend feu. Nous irons en Bolivie nous pencher sur les revendications de ces manifestants. En proie à la pauvreté, à l'isolement, leur combat dure depuis déjà plusieurs semaines. Comment réagissent les autorités et le président Evo Morales? Réponse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. On passe en revue avant d'y revenir l'actu éco-international, l'Europe d'abord et le FMI qui fait l'état des lieux, des perspectives de croissance sur le vieux continent, plus 1,5% en 2015 pour le PIB de la zone euro, plus 1,7% en 2016, des chiffres que l'institution juge faibles malgré la récente reprise, grâce au prix bas du pétrole et à la politique d'assouplissement monétaire que pratique la BCE. L'accord sur un nouveau plan d'aide à la Grèce a été salué aussi par les marchés, mais le FMI redoute de nouveaux épisodes d'incertitude, de volatilité. Il pointe du doigt également le chômage toujours élevé, surtout chez les jeunes, ainsi que l'endettement des entreprises. Et on parle de la Grèce. Les discussions avec les créanciers sur un troisième programme de renflouement ont débuté hier à Athènes. En parallèle, Alexis Tsipras, le Premier ministre, a lancé un appel à l'unité au sein de son parti, réuni hier en comité politique. Syriza qui est en pleine division autour des mesures d'austérité adoptées en échange du plan d'aide. Certains ex-ministres se sentent trahis par leur leader. Ceux qui pensent que le non au référendum avec 62% n'était qu'une simple tempête populiste, un beau dimanche, se trompent. Nous continuons la lutte jusqu'à que ce non soit victorieux. Pour une Grèce sans plan de sauvetage, sans austérité, sans tutelle, une Grèce démocratique, progressiste et socialiste. En France, c'est une petite révolution qui prend forme. La simplification du bulletin de paye devrait se concrétiser d'ici 2017. Une nouvelle fiche présentée comme lisible et intelligible pour les salariés. Le gouvernement l'a dévoilé hier, au moment d'ailleurs où étaient publiés les chiffres du chômage, en annonçant aussi une concertation qui sera engagée dès la rentrée avec les partenaires sociaux. Le document doit être expérimenté l'an prochain. Il est important que les salariés aient pleine conscience de ce pourquoi ils cotisent, bien sûr, ça correspond à des droits pour eux, et aussi des quotes-parts respectives des cotisations dans ces différents régimes. Cet élément pédagogique et de sens du bulletin de paie est tout à fait important pour l'entreprise également. Voilà, et pendant ce temps, toujours à Paris, George Osborne, ministre britannique des Finances, entamait une tournée des capitales européennes qui a pour but de défendre les projets de réforme de l'Union européenne qui seront au cœur du référendum à venir sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. En visite dans un incubateur de start-up parisien, il a rencontré le ministre français de l'économie Emmanuel Macron, à qui il a pu exposer sa vision. Écoutez. Une Union européenne dynamique et qui crée des emplois ne doit pas faire obstacle aux gens talentueux, mais au contraire les soutenir. Nous voulons voir une Europe qui soutient les entreprises, la création d'emplois et de richesses au bénéfice de tous ses citoyens. L'Europe doit fonctionner pour les 28 membres de l'Union comme pour les 19 de la zone euro. Monnaie unique et marché unique doivent être compatibles. Allez, notez que la croissance britannique s'accélère, plus 0,7% au deuxième trimestre 2015, plus 2,6% en rythme annuel. Et pendant ce temps, David Cameron, le chef du gouvernement britannique, visite lui les pays de l'ASEAN, l'association des nations d'Asie du Sud-Est. À l'image ici à Jakarta, en Indonésie, il entend ouvrir de nouvelles opportunités à l'export pour Londres, dans ses bagages l'équivalent de 1,2 milliard de dollars d'investissement. Des nouvelles également du projet de libre-échange transpacifique et après 5 années de discussion, un accord pourrait intervenir cette semaine. Les 12 pays que doit réunir le futur traité se sont retrouvés à Hawaï. Ils doivent encore s'entendre notamment sur les tarifs douaniers ou les règles s'appliquant aux monopoles ou aux grandes entreprises nationales. L'alliance comprend entre autres les États-Unis, le Japon, l'Australie ou le Mexique, mais exclut la Chine. Les 12 pays pèsent 40% du PIB mondial.
Les États-Unis ont obtenu certaines de leurs exigences sur la propriété intellectuelle. Mais d'un autre côté, il faudra être prêt à offrir de nouvelles possibilités d'accès au marché dans des secteurs assez fermés de l'économie américaine. Cela inclura les exportations de sucre en provenance de pays comme l'Australie ou de textiles venant de pays comme le Vietnam. Pour le Japon, l'accent a été mis sur la suppression d'obstacles aux exportations, notamment d'une gamme de produits agricoles et d'automobiles. Voilà, et puis en parlant de voitures, est-ce un tournant historique? Roi des ventes mondiales depuis 2012, Toyota a été détrôné au premier semestre par l'allemand Volkswagen. 5,02 millions de véhicules écoulés pour le japonais contre 5,04 pour le groupe aux 12 marques. La faute pour Toyota à la chute de ses ventes dans l'archipel nippon. Rien ne va plus à la bourse de Shanghai, moins 8,5% lundi, moins 1,68% encore aujourd'hui. On a limité la casse. Les autorités semblent désarmées. Malgré un recours frénétique au rachat d'actions, elles peinent toujours à rassurer les marchés. D'autant que les indicateurs de l'économie chinoise sont devenus préoccupants. Pour de nombreux analystes, le danger est réel pour Pékin et pour le monde. Bref, il ne fait pas si bon que cela d'investir en Chine. Johanna Citruc. La semaine commence mal pour les bourses chinoises. Lundi, Shanghai a clôturé sur une chute de 8,48%, la plus importante en un seul jour depuis février 2007. Shenzhen a abandonné pour sa part 7%. Les investisseurs n'ont plus confiance, et ce malgré l'intervention du gouvernement. Le marché est mort. Le gouvernement aurait dû prévenir qu'il avait l'intention de sauver le marché. Si vous avez des difficultés, vous devez le dire au public. Ne nous sortez pas ces phrases toutes faites comme « nous avons la capacité »,« nous avons confiance » ou encore « les conditions sont réunies ». C'est juste se moquer des gens. Car pour rassurer et soutenir les marchés, Pékin a interdit à certains investisseurs de vendre leurs actions. Des mesures prises à la suite du dernier krach boursier. Entre mi-juin et début juillet, les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont respectivement dégringolé de 32 et 40%. Problème, de nombreux particuliers se retrouvent pieds et poings liés. Je ne suis pas optimiste, je suis bloquée à cause des pertes. Je ne peux pas liquider mes actifs. Comment est-ce que je peux récupérer mes investissements? La deuxième économie du monde montre des signes de ralentissement. Les indicateurs publiés ces derniers jours sont plus faibles que prévu, comme la production manufacturière au plus bas depuis 15 mois. La Chine est extrêmement importante pour l'économie mondiale. Si les choses continuent comme ça, la Banque centrale va acheter les actions des entreprises chinoises. La Chine ne peut pas s'affaiblir, parce que sinon, l'économie mondiale tout entière aura un problème. Et à côté de ça, la Grèce ressemblera à la fête d'anniversaire d'un enfant. Mardi, la tendance était similaire, mais les pertes plus limitées. La bourse de Shanghai a clôturé sur une baisse de 1,68%, une chute un peu plus prononcée pour Shenzhen, 2,24%. Panne de confiance, il sera sans doute difficile d'inverser durablement la tendance. On accueille notre analyste financier, Lionel Fritzfeld, bonjour. Bonjour David. Alors on veut comprendre, Lionel, un petit peu des derniers épisodes, moins 30% en 3 semaines. On se ressaisit un petit peu et puis là, patatras à nouveau. C'est quoi? C'est les indicateurs récents sur l'économie chinoise qui préoccupent un petit peu? Il y a plusieurs choses. La premièrement, effectivement, la bourse de Shanghai et même Shenzhen. On perd notamment 8% pour Shanghai, notamment a une influence également sur la bourse de Hong Kong qui perd également 3%. Et effectivement, depuis 3 mois, du début du mois de juin, c'est 30% qui sont perdus. Ça, c'est intéressant. Mais en fait, il faut prendre un peu de recul. Ce n'est pas une vraie crise, ce n'est pas un vrai krach, simplement une très grosse correction de la place financière chinoise, simplement parce que la bourse de Shanghai, par exemple, avait pris 150% depuis l'année dernière. Et donc, c'est simplement, effectivement, la Chine est tellement importante, il y a énormément de variations. Ouais, donc justement, c'est ça. Bon, quand on remonte aux origines, c'est l'année dernière avec l'ouverture aux capitaux étrangers et puis l'incitation des autorités envers les ménages chinoises à miser beaucoup plus sur le marché d'actions. C'est ça qui explique. Alors, il y a effectivement plusieurs raisons. Première, effectivement, le gouvernement a incité les Chinois à non plus investir dans l'immobilier, puisqu'il y avait effectivement des bulles spéculatives, mais d'investir notamment en bourse pour financer l'économie chinoise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des investisseurs, notamment dans les bourses chinoises, à Shanghai et à Shenzhen, sont des investisseurs, ce qu'on appelle retail, particuliers. On prend la même chose aux États-Unis ou en France, c'est plutôt des institutionnels, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des banques qui ont une vision à long terme. Donc aujourd'hui, le petit porteur chinois, dès qu'il y a la moindre rumeur, panique et vend. Puisqu'évidemment,
lui, ce qu'il veut, c'est faire du profit à court terme. Ils achètent notamment du papier quand il y a des introductions en bourse, espèrent le revendre quelques semaines plus tard en faisant de l'argent. Aujourd'hui, le problème de la bourse chinoise, c'est que ce n'est pas une bourse mature, mais qui est en train de grandir. Donc un problème culturel aussi. Est-ce que pour vous, on est face à un risque systémique à la fois pour la Chine et peut-être pour la planète finance dans son ensemble? Alors, je ne dirais pas systémique. Effectivement, c'est inquiétant puisqu'on voit qu'il y a des centaines de milliards de dollars qui partent en fumée. 2300 milliards en 10 jours. Exactement. Mais enfin, c'est comme si on prenait l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques jours aux États-Unis quand Apple a perdu 8% et c'est 66 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas véritablement de risque systémique. Pourquoi? Simplement parce que la Chine, derrière, a énormément d'argent. Rien que la Banque centrale en réserve de monnaie étrangère a près de 4 trilliards de dollars. Et encore, c'est le chiffre affiché. Ils ont beaucoup plus, mais ils ne veulent pas montrer aux Américains qu'ils ont cet argent. Donc, ce qui veut dire CIC, ce qui veut dire que SAFE, en fait, toutes les autorités, tous les government agencies chinoises ont de l'argent, injectent des liquidités sur le marché, non seulement le gouvernement, mais aussi les maisons de titres qui vont injecter près de 19 milliards de dollars, notamment dans les bourses, pour soutenir les cours. Justement, pour parler un peu de l'action, la réaction plutôt des autorités, comment vous la jugez? On a fait un petit peu marche arrière sur l'ouverture à tout vent? Non, les Chinois ont une vision à long terme, ils y vont doucement mais sûrement. C'est-à-dire qu'ils viennent de créer il y a quelques mois une banque internationale qui va concurrencer notamment le Fonds monétaire international et la World Bank, qui c'est la Asian Investment Infrastructure Bank. Aujourd'hui, le renminbi, donc la monnaie chinoise, est déjà la 5e plus grande monnaie au monde par les volumes d'échanges. C'est-à-dire que d'ici 2 à 10 ans, ça sera sans doute dans le trio-tête avec le dollar et avec l'euro. Donc la Chine avance durement, mais sûrement. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour ces explications. Merci. Et cap maintenant sur l'Amérique du Sud. C'est un bras de fer qui dure depuis déjà 3 semaines. Les mineurs de Potosi sont en grève. Ils sont durement frappés par la chute des cours des métaux et ils exigent du gouvernement plus d'investissements pour des projets de travaux publics. En réponse, la répression est parfois violente et tout cela ne fait qu'affecter l'activité dans une région dont l'économie repose justement sur les mines et le tourisme. Laura Duhamel. Pas d'accord en vue entre les mineurs de Potosi et les gouvernements boliviens. Depuis 3 semaines, cette bourgade minière du sud du pays est en proie à un mouvement de contestation. En cause, la pauvreté et l'isolement d'une ville de 200 000 habitants qui manque cruellement d'infrastructures et d'opportunités d'emploi. Les mineurs demandent au président Evo Morales qu'il tienne ses promesses concernant le développement de la région. Il pourrait construire l'aéroport et l'usine de ciment, mais le gouvernement est trop arrogant et il ne veut pas. Et la crise continue de s'étendre. Plusieurs centaines de mineurs, originaires de Potosi, armés de bâtons de dynamite, ont semé la panique à La Paz, la capitale. Après l'échec en début de semaine de nouvelles tentatives de discussion, la libération de manifestants arrêtés fait désormais aussi partie des exigences. Nous demandons la garantie qu'une fois que nos 4 compagnons détenus auront été libérés, ils reprendront le dialogue. Nous demandons aussi que la chaîne de télévision nationale et les autres médias le diffusent sans interruption. Enfin, nous demandons que le président de Bolivie signe les accords. Aujourd'hui, la ville semble s'être retranchée dans la contestation. Des milliers de grévistes bloquent les routes et perturbent la distribution de produits alimentaires à la population. Le tourisme pourrait également subir de lourdes pertes. Des dizaines de visiteurs sont ainsi restés bloqués à Potosi en raison de la grève avant d'être évacués. Malheureusement, le président a oublié Potosi. Il préfère jouer au foot et oublier tout le reste. Nous ne serions pas en train de manifester dans la rue s'il nous avait écoutés. Cette vague de protestation intervient en pleine crise minière dans le pays. 20% des coopératives minières boliviennes travaillent à perte à cause de la chute du prix des minéraux. Et ce, alors que la Bolivie connaît parallèlement une croissance très dynamique de 5%. Une croissance dont Potosi ne veut plus être exclue. Il y a un sentiment d'abandon dans cette région. On passe au Media Watch tout de suite. La revue de presse qui ouvre aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle pour les Français. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Il faudra travailler un jour de plus et en plus ce sera pour l'État. Effectivement, c'est la conclusion du rapport de l'Institut économique Molinari grâce au calcul de l'indicateur de libération fiscale. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de déterminer le jour à partir duquel les Français travailleront pour eux et non plus pour financer les dépenses publiques. Et en 2015, ce jour, c'est le 29 juillet contre le 28 juillet l'année dernière. Plus généralement, la France fait partie des pays européens où les actifs
actifs paient le plus d'impôts et de charges sociales. Ça représente plus de 57% de leur salaire contre 45% en moyenne dans l'ensemble de l'Union. Autre champion de la fiscalité, la Belgique, mais aussi la Grèce qui a perdu depuis 2010 31 jours de liberté fiscale. Les temps sont durs en Europe. On enchaîne avec l'un des fardeaux des entreprises, la fatigue des salariés. Oui, selon une étude américaine, environ 3/4 des salariés se sentent régulièrement fatigués au travail. Le problème, c'est que le manque de sommeil, ça réduit la concentration, ça réduit la mémoire, ça entraîne des difficultés pour prendre des initiatives, mais aussi pour gérer tout ce qui implique de l'argent et ça augmente le stress. Au final, les employés fatigués sont moins efficaces. Un manque de productivité qui coûterait environ 63 milliards de dollars aux entreprises américaines chaque année. Ouais, l'équivalent du PIB du Luxembourg. Eh oui. Du sport, Johanna, pour finir, Roger Federer est le champion du monde le plus rentable. C'est en tout cas ce que prétend la London School of Marketing. Pour arriver à ce résultat, plusieurs variables ont été prises en compte, notamment les contrats de sponsoring, le temps accordé aux partenaires commerciaux ou encore l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est donc le joueur de tennis Roger Federer qui arrive en tête de ce classement. C'est lui qui fait le plus vendre. Il est suivi du golfeur Tiger Woods. Le footballeur Cristiano Ronaldo est 10e devant Lionel Messi qui lui est 13e. On note également la présence de 2 femmes dans le top 20. Il s'agit de 2 joueuses de tennis, Maria Sharapova qui est 12e et Serena Williams qui est 20e. Federer, une légende qui fait toujours recette et le tennis aussi. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain avec l'Iran et l'Inde notamment. Restez avec nous, l'info continue.